Bonjour à tous, bienvenue à nos invités. Jérémy Adomarou, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes député de l'Union progressiste de Renouveau. Et Très face bien. à vous, l'honorable Hassan Seibou, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes Merci. député, Bloc républicain, président du groupe parlementaire, Bloc républicain aussi. Alors on attend sur ce plateau l'honorable Gafari Ali Chokan, du groupe parlementaire Les Démocrates. On espère bien qu'il sera là, effectivement. 40 minutes auront suffi à Patrice Talon pour peindre le tableau du Bénin. En 2023, l'exercice étant annuel et imposé par les dispositions de l'article 72 de la Constitution du 11 décembre 1990 modifiée. Gouvernance, sécurité, économie, éducation, santé, numérique, tourisme, art, sport, justice. L'état de la nation, présenté par l'hôte des élus de la 9e législature, révèle bien des performances et des difficultés aussi. Newsdeal de ce jour marque un arrêt sur propos et fait un bilan au plan politique, économique, social, culturel de l'année 2023 qui s'achève avec des projections sur 2024. Ma première question, c'est à vous, l'honorable Hassan Seibou. Quel est le visage du Bénin après la description faite par Patrice Talon hier? Merci Herman Yambossou de m'avoir invité pour ce débat, ce décryptage. Pour revenir à votre question, celui qui a entendu ce discours d'hier, qui est un des discours les plus historiques et mémorables à l'Assemblée nationale sur l'état de la nation, puisque nous en avons connu beaucoup, nous autres, tous ceux qui sommes sur ce plateau. Celui d'hier était exceptionnel parce qu'il était véridique, il était sincère et il révèle un visage reluisant du Bénin. Et ça, ce n'est pas hypocrite, ce n'est pas même politique, mais c'est objectif de dire que le tableau peint hier nous donne de l'optimisme et présente le Bénin avec un visage radieux. Un Bénin confiant, un Bénin déterminé, un Bénin qui se projette avec beaucoup d'optimisme sur l'avenir. Donc c'est ce que je peux vous dire sur l'image et répondre à votre simple question. La compliquée viendra. D'accord, c'est sûr. Honorable Adomarou, le visage du Bénin tel que le président Patrice Talon, pour vous, est-ce que c'est reluisant? Je rappelle que l'idéologie de votre parti, c'est la social-démocratie. C'est bien ça. Et pour tous ceux qui ont suivi le discours avec moi hier, on doit comprendre que le Bénin va de mieux en mieux, de plus en plus prospère. Et on tend beaucoup plus vers le développement pour une grande vision que le chef de l'État pour ce pays. Dans mes domaines, dans le domaine économique, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine social, le domaine de l'éducation, tout ce qui a été cité, on a fait de grands pas, des pas de géants. Et je pense que cela donne un visage meilleur à notre pays par rapport à hier. Et cela nous donne encore l'espoir que le visage du Bénin de demain sera meilleur encore à celui d'aujourd'hui. Quels sont les éléments dans ce discours qui vous donnent de l'espoir, qui vous donnent de rêver de cet espoir-là? Et la première des choses qui m'a sidéré, moi, c'est la résilience d'abord de notre économie. Parce que lorsque une économie est fondée sur le roc, et quelles que soient les difficultés que l'économie traverse, quels que soient les chocs exogènes que l'économie traverse, l'économie tient toujours debout. Et c'est ça d'abord la particularité, parce que depuis, vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques années, et nous avons connu des chocs exogènes dans notre pays. À la guerre de l'Ukraine, Russie, et les situations du Nigeria à côté, déjà depuis la Covid. Donc tout ça, ça a été des chocs sur notre économie, mais malgré ça... Le Bénin s'étonne quand on parle de la guerre, du conflit en Russie. On pense que la Russie, c'est bien loin du Bénin et que le Bénin étant un pays essentiellement agricole, on devrait pouvoir s'en sortir. Pourquoi est-ce qu'on évoque souvent ce conflit-là pour justifier un peu les retards de développement et tout? Aujourd'hui, aucun pays ne vit de façon isolée et vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes trop dépendants des autres pays. Lorsque vous prenez l'Ukraine, qui produit beaucoup d'engrais, beaucoup de blé et autres, alors que c'est des produits que nous importons tous les jours
dès qu'il y a la moindre situation, la moindre difficulté chez eux, nous, on doit sentir dans tout ce que nous importons de leur pays. Et voilà que nous sommes dépendants. Nous ne produisons pas, nous ne fabriquons pas les engrais encore au Bénin. Nous ne produisons pas encore le blé au Bénin, mais nous prenons du pain tous les jours. Nous avons toujours besoin des engrais là pour nos agriculteurs. Donc, lorsque vous êtes dépendant sur un certain nombre de produits, et des difficultés externes, des difficultés même à des milliers, à des millions de kilomètres de vous, et peuvent agir sur votre économie. Mais aujourd'hui, on note que malgré tous ces soubresauts, malgré toutes ces difficultés, et qui sont des crises exogènes, l'économie de notre pays tient bon, alors que tient sur les rails, alors que tous les pays du monde, en moyenne, tournent autour d'un PIB de 3,5%. Nous, on tourne autour de 6%. Et donc, ça, c'est à encourager. Et je pense que c'est les réformes, ce sont les réformes que le chef de l'État fait qui amènent à cette résilience de notre économie. Et c'est ça qui draine les autres choses. Lorsque votre économie est en très bonne santé, tout le reste, le volet infrastructure, le volet social, le volet éducation, tous les autres volets suivent. Et on ne peut plus douter maintenant du décollage de notre développement. Et c'est ça que nous avons suivi hier, c'est ça que nous constatons. Alors, comment le Bloc républicain, honorable Hassan Seibou, travaille à ce que le Bénin puisse quitter cette dépendance-là pour qu'on ne nous mette plus à la figure choc exogène tout le temps? Ben, si les chocs exogènes sont là, on en parle, on ne les fabrique pas. Donc ce que je voulais dire, avant même de répondre à cette question précise, c'est qu'il faut savoir quel est le type de discours qu'on écoutait hier et qui on écoutait. C'est là l'événement lui-même. D'accord. Hier, notre président, quand il se présente devant nous, devant la nation, sa tenue, sa façon de se présenter, sa façon de s'exprimer, fait partie de notre bilan. Parce que nous soutenons son action. Tout à fait. Et hier, j'ai entendu un président rassuré, un président ferme, un président attentif, déterminé sur un certain nombre de questions, un président qui présente un pays, parce qu'on a dit l'état de la nation. Nous devons nous regarder par rapport au concert des nations. Qui sommes-nous et que représentons-nous dans le concert de toutes les nations? C'est notre image qui était là hier. Et sur ce point, j'ai été satisfait. Je voulais dire, c'est sur la question de forme, ça. Tout à fait. Et sur la forme du discours, j'étais content de retrouver mon chef dans son rôle de conducteur. On dirait parce que vous êtes député à l'Assemblée que vous n'êtes pas au fait des réalités que la population vit sur le terrain. Vous savez, on fait des confusions du genre. Quand le président vient pour présenter l'état de votre nation, vous l'écoutez d'abord en tant que patriote, pour entendre si vous le suivez, est-ce qu'il est en train de bien vous diriger? Vous allez prendre le discours et vous rendre compte que sur chaque point de son action au niveau national, il est revenu pour dire qu'est-ce qu'il a fait. Pour que nous puissions être rassurés, parce que c'est important que le leader vous rassure dans sa conduite. Maintenant, sur votre question de choc exogène, on est tout le temps dépendant. Personne. Alors qu'on nous a appris depuis le primaire que le Bénin est un pays essentiellement agricole. Mais voilà. Il est essentiellement agricole, mais il le vend à quelqu'un. Il importe ses intrants. Il lui faut l'ouverture sur les autres États. Est-ce que c'est nous qui consommons notre coton au final? Nous sommes en train de parler de soja, nous parlons d'acajou, tout ça là, nous vendons aux autres. Donc nous sommes dans le Conseil des Nations et nous ne pouvons pas nous dérober. C'est pour ça que quand il y a un choc à l'extérieur, nous sommes obligés de subir cela. Donc vous ne pouvez pas... Quand on a parlé de l'Ukraine, mais attendez, l'Ukraine c'est là où nous achetions notre engrais. Parce que c'était un pôle mondial de production en quantité et en qualité d'engrais. Quand il y a conflit et que ces gens-là n'ont même plus le temps de produire, vous voulez qu'on ne sente pas ça? Et puis tous les pays européens ont été affectés aussi
pas l'énergie, pas des coûts de choses à cause de cette guerre. Et nous, par ricochet, nous qui importons des choses, nous subissons le coup. Si vous voulez, relativement à ces conflits mondiaux-là, aux conséquences infinies, on va écouter le chef de l'État à réciproque. Que déjà un nouveau foyer incandescent de tension apparaît. Oui, la situation au Proche-Orient inquiète et appelle une mobilisation générale en vue de faire taire les armes. Et si, autant nous condamnons l'attaque du Hamas en date du 7 octobre 2023, autant nous condamnons la disproportion de la riposte israélienne et appelons à l'arrêt des hostilités afin que les drames d'aujourd'hui ne fassent le lit à une insécurité plus globale, à transmission transgénérationnelle. Alors très bien, donc oui, une mobilisation générale en vue de faire taire les armes. Comment cela est-il possible? Le Bénin, ce petit pays, comment le Bénin peut-il se joindre aux autres nations pour faire taire les armes dans cette région-là? Non, c'est toujours par le dialogue qu'il faut régler les différents problèmes. Je crois, quand on suit bien l'option choisie par le Bénin et par le chef de l'État, on voit que ce n'est pas avec les armes que nous allons régler les problèmes entre États et autres. Il faut le dialogue. Les problèmes vont toujours exister. Mais il faut faire le dialogue, faire le diagnostic et trouver des solutions sans passer par les armes. Les armes n'ont jamais réglé un problème. Au contraire, ça va en créer davantage. Et tout le monde entier, du moment où aucun pays ne vit de façon isolée avec la globalisation aujourd'hui, dès qu'il y a un foyer de tension quelque part, c'est tout le monde qui subit les conséquences dans le monde entier, et le Bénin en particulier. Et donc, dès que nous travaillons pour un climat de paix dans le monde entier, cela nous permet aussi d'être en paix chez nous et de faire la mise en œuvre de nos programmes de développement. Et je crois que c'est cette option qui a été choisie par le chef de l'État. Et c'est ça que nous nous encourageons au niveau de notre parti, l'Union progressiste du Congo. Le chef de l'État a évoqué la situation en Ukraine. Nous étions encore en train de parler de l'Ukraine quand dans la bande de Gaza ça chauffe. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il peut y avoir cette mobilisation générale-là pour vraiment taire ou faire taire les armes dans ces régions-là? Oui, bien sûr, on ne peut pas appeler à la mobilisation sans que soi-même se mobilise. Il n'y a pas beaucoup d'États au monde aujourd'hui qui se soit prononcé, qui ait pu prendre position comme le chef de l'État l'a fait hier. Vous avez été surpris hier en l'écoutant? Quand il a été ferme en disant, écoutez, parce que même ailleurs, on dit droit de veto, on met son veto pour dire continuer la guerre et tout, bon, voilà. Quel que soit ce qu'on dit, dans ce conflit de Proche-Orient par exemple, vous savez que c'est historique. Oui. Ce n'est pas une chose aussi banale qui a éclaté comme ça, elle va durer dans le temps. Tout à fait. Et des États se méfient de prendre position souvent dans ces conflits-là. Mais hier, le président Talon a, de manière vraiment magistrale, moi j'étais heureux de cette façon de s'exprimer sur la question. Pour la première fois, le Bénin a dit sa position claire. Claire. Dans le concert des nations, vous avez parlé de Bénin, un petit pays. Petit pays de 114 600 km. Non, nous sommes dans le concert des nations. Et souvent, aux Nations Unies, nous avons un pays, une voix. Et vous savez, même si on évoque le droit de veto dont vous avez parlé, mais il a dit qu'en même temps qu'il condamne l'action du Hamas qui a déclenché une agression, tout à fait, il condamne la disproportion dans la réaction. Tout à fait. De point de vue juridique et de point de vue même de la justice banale entre nous, la réponse n'est pas disproportionnée par rapport à l'attaque. Proportionnelle à l'attaque. Plus de 20 000 morts déjà. Quelqu'un ne peut pas former un point contre vous et vous prenez un fusil pour le descendre. Il y a et quel genre de fusil? Il y en a quand même peut-être. Bon, il y a disproportion. Et donc sur la question, le fait d'avoir pris position est quelque chose de courageux qu'il faut saluer. Certains peuvent dire que c'est un risque pour notre pays et tout ça. Non. Mais pour l'Ukraine, c'est clair. Nous subissons tous au plan mondial. Et les armes n'ont jamais réglé nulle part un problème. Dans tous les États
Dès que vous entendez qu'on a pris des armes, attendez-vous à un bouleversement total de l'économie, des activités, des questions sociales et même des cas, donc, comment on appelle, d'épidémie. Vous devez attendre tout. Tout à fait. Toutes les crises peuvent se déclencher à partir du moment où les fusils commencent à crépiter. Si ça crépite ici tout à l'heure, vous savez que ce débat est fini. Rapidos. Et je ne sais pas quand est-ce que vous allez reprendre un débat. C'est la même chose. Donc, ce n'est jamais souhaité là. On ne souhaite pas. Et les nations doivent se mobiliser. C'est ce que dit le président. Les nations doivent se mobiliser pour faire taire les armes. Et ça doit commencer par celui qui parle, le Bénin. Oui. Et donc, nous sommes engagés dans tout ce qui peut faire taire les armes sur le plan national. Le Bénin également, le chef d'État s'est prononcé par rapport à la situation au Niger. On prend acte, il dit qu'il faut savoir condamner, exiger, prendre acte. Et pourquoi pas, maintenant il demande que ceux qui sont là puissent aussi donner les éléments d'un dialogue. Oui, il a dit que la balle est dans le camp des dirigeants actuels, des putschistes au Niger. Puisque appartenant à la CEDEAO, qui est une institution communautaire, le Bénin est en droit de respecter ses engagements. Et donc, le chef de l'État a expliqué clairement que les sanctions pour la CEDEAO et pour le Bénin, ce n'est pas pour, disons, sanctionner le peuple nigérien et faire souffrir la population. Est-ce que ça vous surprend ce raisonnement du chef de l'État? Non. Parce qu'en fermant les frontières, quand même, on sait que c'est la population qui jouisse de l'ouverture des frontières. Mais lorsque vous appartenez à une institution communautaire comme la CEDEAO, qui a ses règles, et que à la suite d'un coup d'État, la décision est prise de fermer les frontières pour rappeler les nouveaux dirigeants à l'ordre, à prendre des engagements pour un pouvoir civil, vous n'allez pas parce que vous êtes un pays qui partage la même frontière avec le Niger, vous refusez de le faire, de s'exécuter. Et donc c'est ça qui a été fait. Mais le chef de l'État a été clair que cela n'a pas empêché le Bénin de continuer des discussions discrètes avec... Tout à fait. Oui. Mais ça vous a surpris alors qu'on croyait les relations tellement tendues entre le Niger et le Bénin. Le chef de l'État nous dit hier que... ce qu'on a l'habitude de voir, c'est ce qui est présenté à travers les chaînes, à travers les grandes réunions. Et ce n'est pas tout ce qui se fait dans les coulisses entre États là qui est présenté sur les plateaux de télévision. Donc malgré cette crise, malgré ce qu'on voit comme blocage à cause de la fermeture de la frontière. Et comme échange de courrier aussi, parce qu'il faut avouer que les courriers inondent les réseaux sociaux aujourd'hui. Courriers venant de tel. Il y a toujours des discussions entre les États et les États s'échangent. Le Bénin continue toujours le dialogue avec son pays frère, le Niger. Et je pense que c'est dans ce dialogue-là que la solution sera trouvée et que la paix va revenir dans la sous-région et en particulier dans le Niger et au Bénin également. Ce qui est retenu à ce plan, c'est que sur ce plan, c'est que le Bénin a revu sa position par rapport au Niger. On va écouter le chef de l'État revenir en plateau. Il est clair, cependant, que le Bénin n'a jamais voulu ni souhaité que les sanctions imposées par les instances communautaires ou internationales aient pour effet de compliquer le quotidien des populations et de leur rendre la vie encore plus difficile. C'est pourquoi notre diplomatie n'a pas manqué d'adresser de manière discrète et répétée des messages à ces pays frères, notamment le Niger. Car nous sommes convaincus qu'il y a un temps pour condamner, un temps pour exiger et un temps pour faire le point, voire prendre acte. Mais prendre acte requiert que nos interlocuteurs jouent leur partition en rassurant, en exprimant clairement leurs intentions, mais aussi leurs attentes vis-à-vis de la communauté internationale. Ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Alors, que les interlocuteurs jouent pleinement leur partition, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que la junte militaire au pouvoir à Niamey est prête à jouer sa partition?
Je pense qu'on ne peut pas répondre à la place de la junte. Non, mais quand on voit les champs de courrier sur... Oui, ce que le chef de l'État a révélé hier est quelque chose qui va surprendre beaucoup de personnes, il faut le dire. Y compris nous des médias. Bien sûr, mais nous sommes un État. Nous ne sommes pas, s'il n'y avait pas un problème de personne à personne, c'est une question d'État. Et nous devons, c'est la preuve que les États n'arrêtent jamais leur dialogue. Est-ce que nous avons fermé notre ambassade au Niger? Est-ce que le Niger a fermé son ambassade ici? Il faut savoir que les dialogues continuent. Mais selon les réalités que chacun a, il habille chez lui. Mais ce que je voulais dire sur cette déclaration du chef de l'État, c'est que c'est la première fois que nous entendons le président parler de la situation du Niger et dire la position expliquer même la position du Bénin et dire la perspective par rapport à ce problème. Vous savez, il a dit quelque chose qui n'est pas apparu peut-être là, mais ceux qui ont suivi le discours l'ont entendu. On n'a pas pris position au Bénin parce que seulement la CEDEAO a dit. Mais c'est parce que c'est d'abord une de nos exigences, nous-mêmes dans notre État, de condamner toute prise de pouvoir par la force. Afin que ça ne fasse pas une traînée de voilà, boue dans les régions. Sinon, oui, tout à fait. Nous allons donner un blanc-seing à la déstabilisation de nos États et de la démocratie. Tout à fait. Donc, si nous sommes des Béninois et patriotes, je dis un bon démocrate. Un bon démocrate, nous devons marquer et dire non, nous ne voulons pas ça chez nous. Parce que quand vous regardez la situation au Niger, moi je suis convaincu qu'il n'y avait pas un problème de démocratie, il n'y avait pas un problème de légitimité d'un État. On est parti de ce qu'on a appelé une réaction d'humeur. Oui. Pendant tout le temps, pendant 4 jours, tout le monde entier pensait que la situation était réversible. Mais le fait de prendre cette position-là, et également de se retrouver dans une organisation internationale, enfin régionale, comme la CEDEAO, comme l'UEMOA, comme les Nations Unies, l'Union africaine et tout. Vous êtes obligés parfois d'appliquer les décisions qui sont prises. Nous ne sommes pas les seuls à avoir fermé les frontières. Et je vais dire sur ce plateau aujourd'hui, puisque les gens n'en parlent pas assez, si fermer la frontière est un crime, qui l'a commencé? Ce n'est pas le Bénin, c'est le Niger. Ceux qui voyagent sur le Niger savent que... Oui, face à la menace d'intervention d'une armée dès qu'ils ont fait ouest-africaine. C'est eux qui ont mis un conteneur sur le pont. Le conteneur là, il est enlevé. Oui, craignant que les militaires débarquent sur le territoire, peut-être. Non, vous savez, même avant qu'on ne prenne la décision de dire qu'on peut faire usage si nécessaire de la force, on n'a jamais déclaré une guerre contre le Niger. Mais nous avons une opposition dans le pays, nous avons, comment on appelle, des gens qui ont besoin de se mettre en vedette, qui disent nous sommes en guerre. Personne n'a jamais déclaré. Quand on veut aller faire la guerre et on est un État, on déclare la guerre. Le Bénin n'a jamais déclaré la guerre. En plus, la fermeture de la frontière est faite des deux côtés. Oui. Le conteneur qui a été posé sur le pont par le Niger l'a été avant même que le Bénin ne ferme sa frontière. Donc il ne faut pas souvent se lancer seul le caillou. Le Bénin ouvrira. Oui. Mais vous avez entendu le chef de l'État. Oui. On a besoin aujourd'hui d'un bon, comment on appelle, de mon dialogue, oui, garanties. D'une garantie, d'une manifestation, d'une petite prise de position sur l'avenir quand même pour rassurer tout le monde. Ça veut dire quoi? Le Bénin ne se lèvera pas seul pour ouvrir la frontière. Il faut qu'il y ait un dialogue. Il faut que la communauté internationale comment on l'appelle, soit convaincu. Tout à fait. Les décisions vont se prendre. Et ça veut dire quoi? En vérité, moi, ce que je sous-entends, c'est que notre chef de l'État travaille beaucoup plus pour l'ouverture de cette frontière au niveau de nos organisations. Et le fait de faire cette déclaration devant nous engage aussi la CEDEAO sur l'envie et le besoin que le Bénin a que cela se s'ouvre. En clair, la réaction du chef de l'État n'est pas tardive. Elle vient un peu pour mettre tout le pays en bonne position aujourd'hui. Vous savez, c'est ce que le Bénin pense. Non, quand on a fermé nos frontières là, le Niger et les deux États
dans les deux États, on a noté des réactions qui sont de nature à dire le Bénin ne tiendra même pas lui-même la fermeture de sa frontière. C'est pour ça que j'étais content même qu'il y ait eu cette fermeture, pour prouver au Niger que oui, nous sommes un pays par lequel, qui est leur port naturel, mais ce n'est pas pour ça qu'ils doivent croire qu'ils tiennent nos vies. Je vois. Nous ne nous plaignons pas plus qu'eux. En tout cas, eux, ils se plaignent aujourd'hui plus que nous dans la situation qu'ils ont créée. Et je voudrais dire que nous sommes des frères, nous sommes des parents. Il faut donc travailler au retour à la normale. Il faut bien sûr pas travailler pour le retour à la normale, mais il faut se respecter. Alors, sur cette question-là, on va boucler. Dites-nous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez concrètement de nos interlocuteurs, ainsi désignés par Patrice Talon? Non, la première des choses, c'est que les nouveaux gouvernants, donc la junte au Niger, reviennent sur sa position pour un pouvoir civil. Et donc, à mon avis, qu'il donne un temps très court pour passer la main, pour organiser les élections et passer la main. Et dès le démarrage du processus, lorsqu'ils vont déjà donner juste le temps de transition qui sera apprécié, je pense que la CEDEAO va lever les sanctions. Et les frontières seront rouvertes et puis le bon fonctionnement du système va reprendre. Donc c'est pourquoi le chef dit que la balle est dans le camp, parce que tout le monde sait, les militaires au pouvoir, la junte au pouvoir, c'est pas seulement au Niger, au Burkina et au Mali, on ne peut pas dire que c'est la bonne démocratie qui s'exécute. Et donc pour tout ce que nous observons aujourd'hui, il faut que, à mon avis, la junte revienne à de meilleurs sentiments et donne une période pour la transition, pour que le pouvoir revienne au civil et que la démocratie reprenne son cours. Et là, dès que la démarche est engagée, je pense que les sanctions seront levées et puis tout rentrera dans l'ordre. Je pense qu'il faut être précis et clair sur cette question de geste à faire. Première chose, il faut libérer le président Bazoum. Il faut le libérer et le protéger. Parce que ce que la CEDEAO avait voulu faire, c'était, on a dit, il faut libérer. Notre président, je ne veux pas oublier ça, a été le premier qui devrait débarquer là-bas pour une négociation. Parce qu'en ce moment, on parlait de prise d'otage. Tout à fait. Mais dès qu'ils ont dit c'est un coup d'État, il n'est plus parti. Et jusqu'à aujourd'hui, Bazoum est gardé. Il faut libérer d'abord Bazoum. Deuxième chose, il faut revenir à la table de dialogue avec la CEDEAO. Parce qu'il y a rupture. Il n'y a pas fluidité de relations avec les organisations internationales. C'est sur ces deux plans-là. S'ils modifient, quelque chose peut se faire. Donc deux actions majeures à poser. Oui, parce qu'avant de dire voici la durée de notre transition, il faut bien que ce soit des institutions qui prennent acte. Mais si vous êtes en rupture, tout ce que vous dites n'est pas de bonne foi. Il faut montrer cette bonne foi-là. Et je crois que c'est ça qui est important. Mais je veux noter que le cas du Niger et le Burkina ou le Mali, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose, on n'a pas fermé nos frontières sur les autres. C'est clair. Déjà qu'on n'est pas pays frontalier. Par rapport au Burkina, oui. Par rapport au Burkina. Le Burkina, c'est même les djihadistes qui ont fermé. Nous n'y allons pas. C'est vrai. Donc, c'est pas... On va présent revenir un peu en page nation pour parler un peu de l'inflation. Pour Patrice Talon, c'est que l'inflation est maîtrisée, alors même que le panier de la ménagère, est-ce que ça existe encore? Est-ce que c'est troué? Est-ce que le fond du panier n'est pas déjà troué, n'est pas détruit et tout? On va écouter ce qu'il a dit par rapport à l'inflation et revenir commenter. Qu'elle induise fait que nos prévisions budgétaires sont parfois dépassées, Monsieur le Président, parce que les coûts d'objectifs changent très vite et nous sommes parfois amenés à rechercher des ressources complémentaires pour tenir nos prévisions, ce qui peut prendre un certain temps et par suite faire différer les échéances de réalisation. On a écouté le président Patrice Talon, inflation, oui, il dit que c'est maîtrisé à 3%. Il a parlé également de la revalorisation des salaires et tout. Parce que justement, avant qu'il démarre le discours, le président de l'Assemblée nationale a cité, je crois, un auteur disant que s'il prend des engagements,
qui ne tient pas, de dire pourquoi est-ce que les engagements n'ont pas été respectés. Oui, votre appréciation. Oui, moi je trouve d'abord au chef de l'État une sincérité devant les députés, une sincérité devant le peuple. Parce qu'il a d'abord avoué lui-même directement que les choses coûtent un peu plus cher sur le marché. Ah, sinon vous ne le saviez pas, c'est ça? Si, je le sais, mais lui-même en a encore parlé directement, comme ça, à la nation. Ça veut dire que il sait et il est informé de tout ce qui se passe dans le pays. Mais la maîtrise de l'inflation à 3%, ce n'est pas ça qui va empêcher l'augmentation des choses sur le marché. Oui, parce que... Le prix de la surenchère, oui, voilà. Comme je vous ai dit d'entrée, nous sommes dans une globalisation et lorsque vous êtes trop dépendant, trop dépendant des autres, le moindre problème chez les autres là, ça vous affecte. Et puis nous avons une mauvaise habitude dans nos consommations, dans nos comportements, et c'est tout ça là qui nous amène aujourd'hui. Nous consommons très peu ce que nous-mêmes nous produisons, et nous sommes tous attachés à tout ce qui est exporté. Et donc il y a un peu de soucis à ce niveau. Et nous constatons alors qu'il n'y a pas d'augmentation au jour le jour. Le chef de l'État a fait beaucoup d'efforts. L'augmentation de SMIC, l'augmentation de salaire et tout ça. Le reversement bientôt des AME également. Oui, lui-même il a noté que ça n'a pas amené à régler tous les problèmes. Mais cela a atténué un peu la cherté. Cela n'a pas empêché la cherté de la vie, mais cela a amené un peu à supporter un peu le coût sur le marché. Et c'est un départ déjà, on ne peut pas chercher à régler le problème créé par les crises exogènes avec les importations que nous avons tous les jours et les produits que nous consommons et qui sont issus des pays qui ont des difficultés. Nous ne pouvons pas en une année ou 2 ans trouver des solutions pour régler tous ces problèmes-là. C'est parce que la population pense. Pour la population, c'est que les députés sont à l'aise au Parlement, bureau climatisé et tout. Non, nous sommes dans le peuple. On a réalisé une voix au pili, vous allez suivre ça tout à l'heure. Nous sommes dans le peuple et nous sommes conscients de tout ce qui se passe. Mais vous êtes de plus en plus sollicité. Nous voyons, justement, mais nous voyons aussi de l'autre côté les efforts que le gouvernement fait en subventionnant certains produits, tu vois, en faisant des transferts directs de ressources. Et en créant des situations favorables aux entreprises pour des recrutements. Et donc, tout ça contribue à favoriser un peu le climat social pour maîtriser un peu la cherté. Est-ce que vous confirmez aujourd'hui que vous êtes de plus en plus sollicité par vos... En fait, je dis pas vos mandats, pas les populations, puisque vous n'avez pas un mandat impératif. Si, nous sommes sollicités et nous répondons tel qu'on peut. On ne peut pas régler aussi non plus tous les problèmes des militants ou des mandants. Et on règle dans la mesure possible, de nos moyens, de ce qui est possible. Et le gouvernement aussi en fait davantage. Je pense que c'est dans cette conjugaison d'efforts que les solutions définitives pourront être trouvées pour les problèmes que nous vivons. Est-ce qu'on peut rêver effectivement de solutions définitives pour cette situation-là, dès lors que la population pense qu'au plan social, que c'est un échec? Je voudrais quand même vous dire que c'est difficile le rôle que j'ai aussi sur le plateau, dans la mesure où des réactions sur une question où nous voulions tous réagir, vous changez de... Alors, si c'est vous qui avez votre monotonie. Oui, allez-y. Non, je voulais dire sur la question de taux d'inflation. Parce que quand on en parle, il faut dire comme on dit en français facile ce que ça veut dire. Quand on dit taux d'inflation, c'est comment les prix évoluent dans notre pays sur le marché. D'accord. Comment on passe d'un niveau de prix donné à un autre, on calcule ça en taux. Et dans l'Afrique, dans la sous-région, nous avons le taux le plus bas. C'est ce que l'État dit hier. Mais c'est pas ce que les populations ressentent dans leurs assiettes. On vous dira, l'assiette là, ça se calcule, non? Et quand on dit 3%, ça veut dire que chez nous, les prix ont été
modérément. Stable. Vous pensez... C'est ce que me dit... Attendez. Honorable Seibou, rapidement pour vous répondre sur la question, vous sortez 10 000 francs aujourd'hui, vous revenez à peine avec 5-10. L'inflation n'est pas une chose que quelqu'un souhaite. Il l'a dit tout à l'heure, c'est des chocs exogènes. Vous savez, quand le Nigeria arrête de subventionner le carburant, oui, vous savez bien qu'il y aura des faits. Les prix vont flamber. Et les transporteurs qui prenaient du carburant moins cher vont augmenter le prix. Et une fois que le prix du transport augmente, tous ceux qui vont vendre leurs marchandises vont augmenter les prix, ainsi de suite. Tous les chocs exogènes, nous en sommes victimes. Et c'est par rapport à ça que le président dit, c'est vrai, nous tous, nous subissons les chocs dans la sous-région, dans le monde, mais dans la sous-région, on nous classe autour de l'inflation le plus bas. Et ce n'est pas nous qui mesurons ça. Tout à fait. Il y a des organisations internationales, je dis bien, nous sommes dans le concert des nations. Donc, la question de panier de la ménagère est toujours affectée par le taux d'inflation. Mais le président a rappelé, en décembre 2022, il y a eu des augmentations de salaires inédites dans le pays. C'était pour faire face... Encore qu'à ce niveau, oui, ça a concerné une certaine partie. Non, les autres, on les a laissés... La redistribution de revenus est toujours un système de flux, donc circulatoire au niveau des populations. Si vous augmentez le salaire d'un travailleur, c'est qu'il va aller acheter au marché, ainsi de suite. Il réinjecte cet argent dans le circuit. Il ne faut pas regarder ça comme une photo. Ce n'est pas une photographie, mais c'est un système de flux qu'on injecte. Et beaucoup de catégories de gens ont quand même connu l'amélioration de leurs ressources pour pouvoir faire face à l'augmentation. Et quand les syndicalistes revendiquent, ils ne revendiquent pas pour la vendeuse du marché. Est-ce qu'on n'a pas l'impression aujourd'hui que parce que les salaires ont été augmentés, ça a également créé un surcoût sur le terrain? Parce que la mesure de riz aujourd'hui, je ne parle pas du riz de Natitingou, du riz du Nord, la mesure de riz aujourd'hui c'est 1200. Oui, mais vous ne parlez pas, pourquoi vous ne parlez pas du riz produit chez nous? C'est ça qui donne raison au président Talon de dire nous allons produire chez nous et consommer ça. Nous allons nous battre pour que ça reste chez nous et que nous puissions transformer avant de vendre aux autres. C'est le riz importé qui dicte le pas sur le marché. Et vous savez très bien que ce riz-là vient des pays qui subissent aussi des coûts et qui augmentent les prix pour pouvoir y faire face. Le marché international et même le marché national n'est pas un jeu de faveur. C'est un jeu d'intérêt, un jeu de gain. Un jeu d'offre et de demande. Donc il y a des règles pour lesquelles on ne peut pas se lever et dire qu'est-ce que vous avez vu un président qui est content que les prix flambent chez lui? Il y en a pas. On va suivre les populations parce qu'elles se sont prononcées par rapport au bilan 2023 au plan social. Et ils ne se gênent pas trop, il y a des entreprises qui les recrutent. Ne serait-ce que pour un temps, ils vont faire leurs preuves et après, ces entreprises-là peuvent les recruter définitivement. Je pense que c'est ce qui m'a vraiment marqué sur le plan social. À part ça, on ne peut plus parler des voies et autres. Il y a plein de projets, plein de voies qui ont été construites. On se demande d'où viennent vraiment les moyens parce que à l'avènement de M. Talon, je n'ai pas vu un éléphant blanc, en tout cas jusqu'ici. C'est au niveau du social que ça cloche un peu. Et si ça cloche au niveau du social, moi je vais dire, c'est parce qu'il y a un système qui est mis en place qui est en train de freiner un peu le social. Et le social dont on parle, il y a le social, mais le social n'est pas encore allé vers le bas peuple. Le bas peuple qui peut-être ne comprend pas le système qui se passe. Côté social, je pense que nos dirigeants doivent revoir ce côté-là un peu. Le côté social. Aujourd'hui, je vous assure tout que plein de personnes ne mangent pas à leur faim. Le chef de l'État, il a beaucoup échoué sur le plan social. Et lui-même sait déjà qu'en social, il a échoué. C'est pour cela lui-même dit qu'il est impopulaire. Sur le plan social, il est impopulaire. C'est pour cela qu'aujourd'hui, si vous tentez le micro à beaucoup de citoyens, ils vont dire que Patrick Talon n'a rien fait. Or qu'il a fait beaucoup de choses. Parce que avant qu'un chef de l'État, un citoyen va l'apprécier, la première des choses, c'est le social. Et si vous avez beaucoup de choses sur tous les plans, et le social vous avez échoué, vous savez, vous avez échoué sur tous les plans.
Donc sur le plan social, je sais que le chef de l'État, ça arrête beaucoup de choses à faire. Donc je ne sais pas si en 2024, il va voir son copie pour pouvoir améliorer les choses sur le plan social. Je crois que beaucoup de choses vont changer. Je pense que c'était mieux par rapport à 2020-2022 où l'inflation avait atteint son pic. Donc je pense que c'est mieux. Et également, je pense au niveau de l'environnement social, il y a quand même pas mal de progrès en termes de voies bitumées, d'espaces verdoyants et tout. Et surtout au niveau des entreprises, je pense que c'est là qu'il faut revoir un peu afin de faciliter l'investissement, l'insertion des jeunes pour l'emploi, l'incitation des jeunes pour l'entrepreneuriat et voilà, de sorte que la population, je dirais que la population soit autosuffisante en production intérieure. Je crois que là, beaucoup se plaignent. Le pays, c'est-à-dire que les choses avancent au niveau du pays, mais je ne pense pas au niveau du citoyen lambda que les choses avancent. Je ne crois pas. J'ai d'abord même des frères qui travaillent au niveau de la fonction publique qui se plaignent, soit disant que les salaires non seulement n'ont pas connu une évolution, mais ont connu de baisse. Donc je crois que là, au niveau du citoyen lambda, il a beaucoup de plaintes. Au niveau du citoyen lambda, ça ne va pas. Notre président doit regarder aussi un peu le côté social là, parce qu'il faut avoir le ventre un peu plein pour pouvoir marcher sur les luttes, tout ça là. Mais nous les félicitons quand même. Oui. Hassan Seibou, on félicite Patrice Talon, mais ventre affamé n'a point d'oreille. Oui, bien sûr que ventre affamé n'a point d'oreille. Dans ce pays, au moment où le président Talon venait au pouvoir, parce que quand on oublie d'où on est parti, souvent on n'apprécie pas bien les choses. La question du ventre, c'est la question de tous les jours. Aujourd'hui, vous avez le ventre plein, demain, vous pouvez être ventre vide, comme ainsi de suite. Ça, c'est des questions qui sont conjoncturelles, ça. Mais le plan, quand j'ai écouté tout ce Vox Populi, j'ai dit, ah mais le président Talon, il a réussi. Parce qu'il est venu pour asseoir les bases stables. Pour que nous ne connaissions pas même que des crises extérieures ne nous ébranlent pas. On a fermé la frontière du Nigeria ici pendant 2 ans. Le Bénin ne s'est pas ébranlé. Ça veut dire que ce qu'on est en train de mettre en place nous permet de résister. Cette mission-là, sur le plan infrastructurel, tout le monde est d'accord. On est d'accord que ça évolue. Même un Mbossou est d'accord. Tout à fait. Il a bien fait, non? Puisque désormais, pour venir au boulot, pas besoin de passer dans les trous. C'est-à-dire, il y a une certaine, comment on l'appelle, satisfaction. Une certaine satisfaction morale, sociale aussi. Ça, c'est du social. Sur la question des emplois, je pense que notre pays n'est pas le seul en difficulté, mais chacun ne connaît que ce qui est son problème. Mais il faut regarder quels sont les pas qui sont en train d'être posés pour pouvoir dire, on peut espérer que ça peut aller. Dans le débat sur la zone industrielle, c'est quand même quelque chose qu'on a créé où on espère que ça va absorber beaucoup le chômage. Parce que on ne produit pas que seulement dans la zone pour absorber le chômage. Il y a l'effet d'entraînement de toutes les structures qui peuvent se ravitailler, créer des entreprises à gauche, à droite. Donc, le travail du président Talon, c'est beaucoup plus la mise en place de ce qui permet de régler ces problèmes sociaux. Et puis la question la question sociale. Il n'y a pas un jour où vous allez vous réveiller et que la question sociale soit réglée. Ce n'est pas possible. C'est un perpétuel recommencement. Parce que chacun arrive à régler son problème relativement. Mais oui, justement, sur cette question-là, il y en a qui pensent que oui, il vaut mieux faire circuler l'argent sale que de garder l'argent sale. Bon, d'abord, il faut gagner l'argent sale. Aujourd'hui, l'argent ne se gagne pas de façon sale dans le pays, là, facilement. Donc, il faut... La question de distribution, c'est des choses temporaires. Vous voyez bien que si distribuer de l'argent devait mettre tout le monde à l'abri pour toujours, aujourd'hui, on ne serait pas en train d'en parler. Honorable Adorou, sur la question, vous avez suivi avec moi, réaction rapidement. Est-ce que vous pensez que la population sont vraiment satisfaites sur cet nombre de problèmes, de sujets? Bon, les populations ont raison par rapport à la situation que chacun vit
dans sa maison, dans son foyer, ce que nous appelons le panier de la ménagère. Et le chef de l'État même l'a reconnu. Mais je voudrais qu'on fasse un peu la différence, qu'on ne prenne pas seulement la situation de la cherté de la vie par rapport aux revenus pour dire que rien ne marche au plan social. Il y a le social qu'on dit là, son contenu est plus large, plus important, son contenu est plus important que ça. Ça comprend ça, mais d'autres choses aussi. Le budget que nous avons voté, ce que le chef de l'État a présenté encore hier, mais prend en compte près de 42%, pour près de 42%, le volet social. Lorsque vous n'avez pas l'eau hier et que vous devez parcourir, quand je prends les zones rurales, vous devez parcourir des kilomètres pour trouver un point d'eau, pour avoir de l'eau, et que maintenant on vous amène l'eau à proximité, ça vous fait gagner du temps. Vous prenez davantage de l'eau propre à la consommation et vous tombez moins malade. Mais il y a une partie de votre revenu qui vous revient pour autre activité, pour autre chose. Et la consommation de carburant pour lui. Lorsque vous avez l'énergie à côté, et ça vous permet de développer des activités. Même si à ce niveau également, Patrice, on a connu qu'il y a des insatisfactions et des perturbations, mais il ne doit pas nous éloigner de c'est ça même que moi j'appelle la transparence et l'honnêteté. Il dit, ces désagréments ne doivent pas nous amener à perdre de vue tout ce qui se fait. Tout ce qui se fait. C'est vrai que nous n'avons pas encore totalement satisfaction à 100% tel qu'on souhaite aujourd'hui. Mais il faut reconnaître quand même qu'il y a eu des avancées, qu'il y a eu de grands pas. Et donc, on reconnaît que le panier de la ménagère est tombé parce que, bon, le revenu par rapport à la cherté de la vie, ça se sent, ça se vit dans la population. Le chef même l'a reconnu. Mais cela ne dépend pas d'un gouvernement. Il faut voir tout ce qui est subventionné dans notre pays. Si le gouvernement devait cesser de ces subventions-là, arrêter ces subventions-là, imagine combien on va prendre le litre de carburant. Imagine combien on va acheter le pain. Imagine combien on va acheter tel ou tel produit. Et donc, c'est des efforts qui sont faits avant qu'on ne parvienne à ce niveau de cherté-là qui amène à penser que rien ne se fait au plan social, rien ne se fait au niveau social. Je pense qu'il y a de grands pas, de gros efforts qui sont faits et qu'il faut encourager et demander davantage. Et c'est ce que nous faisons. Les efforts sont faits déjà. Nous ne disons pas que tout est déjà rose. On comprend les difficultés au niveau de la cherté de la vie. Et nous demandons toujours, nous encourageons le gouvernement par rapport à tout ce qui est fait. Est-ce que vous avez... Et nous demandons que le gouvernement en fasse toujours davantage. Est-ce que vous avez des militantes qui bénéficient des microcrédits? Oui, bien sûr, mais les microcrédits ne sont pas limités pour quelqu'un ou pour une espèce de... Non, en fait, c'est pour dire, est-ce que parmi tous ceux qui bénéficient, il y en a qui viennent vous dire, oui, nous en avons bénéficié? Parce que Patrice Talon, il a peint également le tableau au niveau des microcrédits. Il dit, ça se fait sans tambour. Il n'y a plus de paraboles sur la tête. C'est pour ça qu'on ne les voit pas, puisqu'elles ne se mettent plus à rang, il n'y a plus de... On va écouter ce que Patrice Talon a dit par rapport au microcrédit rapidement, et puis on revient. Dont le nombre de bénéficiaires s'accroît considérablement, notre pays est classé premier de l'UEMOA en matière d'inclusion financière. Mieux, une dotation de 12 milliards de francs CFA est prévue pour 2024 pour l'octroi des crédits de 50 000 à 100 000 francs CFA en vue d'optimiser les effets de ce programme. Déjà, les pratiques ont considérablement changé. Nos mères, nos femmes et nos sœurs en particulier, ne sont plus obligées de se parer d'uniformes qui leur coûtent une partie du prêt obtenu, de s'exposer au soleil, de prendre des journées entières en vue de louer de soi-disant bienfaiteurs. Il est vrai que le souci de transparence et la volonté de mettre fin à l'instrumentalisation de leurs difficultés, voire de leur chosification, entraîne aussi des désagréments. Mais nous travaillons à y remédier. Qu'est-ce qui vous a arraché le sourire quand vous avez suivi ce pan du discours? Ce qui m'a arraché le sourire, c'est ce qui a arraché le sourire à tout le monde. Parce que quand on évoque certains souvenirs que tout le monde connaît, on sait, on sourit. Et puis c'est une des parties humoristiques du
du chef de l'État. Et vous savez, on fait des choses dans des États et avec l'évolution, avec l'histoire, on finit parfois pour en avoir honte. Et quand on évoque, on sourit tous. Parce que les cérémonies qui entouraient tout ce qu'on faisait, il faut se mettre en uniforme, chanter toute la journée pour le président, pour lui dire merci pour microcrédit, alors que c'est un crédit qu'on fait à quelqu'un pour rembourser. C'est un drame, il faut le reconnaître. Mais le président a, dans cette partie de son discours, insisté sur notre place dans l'UEMOA. Nous sommes premiers en matière premier de l'UEMOA, tout à fait. Inclusion financière. D'inclusion financière. Il dit qu'il y a un pactole de 12 milliards qui est prévu en 2004. Ça veut dire que pour le bénéfice des actions financières du pays, même au niveau de la base, tout le monde se sent concerné. Et je veux dire que le président Patrice Talon, moi quand je l'ai regardé, je dis, ce président est un président des épreuves. Pourquoi? Oui, et des épreuves que Dieu nous amène pour tester ce qu'il fait. Vous savez, quand il est venu au pouvoir, le Nigeria a automatiquement fermé sa frontière. Il fallait, ça c'est une épreuve grave. Avant, quand le Nigeria fermait sa frontière, on disait que le Bénin ne peut pas tenir une semaine. Après, c'est la guerre d'Ukraine qui le frappe. C'est le Covid-19. Aujourd'hui, c'est la situation du Niger, ainsi de suite. Et à chaque fois, nous sommes inquiets que ça ne branle pas notre économie, que ça ne branle pas nos activités. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez salué la résilience de Et à l'arrivée, on n'est pas ébranlé. Et donc, ça veut dire qu'il faut reconnaître que notre économie est très résiliente. On a aussi un peuple béninois qui est très résilient, qui essaie de supporter les chocs exogènes. Microcrédit, vous avez aussi souri quand il a rappelé les souvenirs de femmes qui devaient porter des antennes paraboliques pour aller chanter. Oui. Comment on appelle ça? C'est ce qu'elle porte là. Oui. On dit songo, non? Songo avec... Non, c'est d'abord pour montrer quand même qu'il y a eu des réformes au niveau des microcrédits, et lesquelles réformes le gouvernement ne communique pas forcément toujours autour. C'est pas une erreur de ne pas communiquer autour. Moi je pense que l'un des problèmes du gouvernement, c'est aussi ça, le fait de ne pas suffisamment communiquer autour des actions nobles, des actions comme ça que le gouvernement mène et qui impactent la population, qui impactent les Béninoises et les Béninois. Et je pense que davantage le gouvernement prend conscience de ça et va commencer effectivement par communiquer autour de ça. Parce que lorsque vous êtes dans le besoin de 50 000 ou 100 000 de microcrédits pour une activité et que vous devez déjà commencer par en dépenser dedans pour vous coudre des uniformes et venir perdre du temps. Aujourd'hui, même les transferts là se font par mobile money là, sans frais. Sans frais, tu reçois, et toi aussi pour rembourser, tu rembourses sans frais. Et tout ça, je pense que c'est à encourager. Et donc le chef de l'État fait allusion un peu au passé pour montrer les transformations positives. Est-ce parce qu'ils avaient vu un peu le visage un peu trop sérieux? Parce que comme il avait en face de lui les députés, il s'est dit bon, il faut que je dise ça. Non, ce n'est pas forcément ça. Dans beaucoup d'autres domaines, il a fait ça pour montrer un peu d'où nous venons, et la situation actuelle, et projeter l'avenir un peu pour qu'on voit les perspectives qu'il y a devant nous. Parce qu'il a dit, il a donné le montant qui est projeté pour... C'est la vérité quand même. Bon. Et il a dit la vérité en souriant. Mais c'est du drame. Et ce sourire-là, c'est pas que les députés de la mouvance qui ont souri. Vous avez tous souri pratiquement. C'est la partie la plus dramatique du discours. Parce que ça nous a rappelé des choses qu'il ne faut plus jamais faire dans ce pays. Vous avez vu les femmes là, quand on leur donne ces crédits là, elles ne remboursent pas. Elles ne remboursent pas. Parce qu'on a organisé des danses pour leur donner. En plus, il y a des gens, évoquer le microcrédit du temps du président Yahi, je m'excuse, il vaut mieux qu'on n'en parle pas. On n'en parle pas. Parce que c'est grave. Il y a des gens qui n'existent pas, qui ont eu des crédits. Si on veut faire quelque chose de durable,
il faut poser les bases. Et je crois que c'est ce qui est fait là. Il y a une situation qui vous interpelle, c'est cette question qui concerne un peu l'éducation. Les lycées qu'on a de la peine à installer dans certaines communes et tout, faute de disponibilité de ressources. Dites-nous, qu'est-ce qui peut être fait ou qu'est-ce qui doit être fait par le Parlement? Parce qu'il dit qu'effectivement, il y a une lueur d'espoir et que les chantiers sont lancés et tout. Est-ce qu'on devait avoir ces problèmes-là dans un pays comme le nôtre? Oui, il a expliqué les difficultés et c'est là toute la transparence même et l'honnêteté de tout ce qui se passe. Et vous savez, le chef de l'État n'a pas voulu qu'on construise seulement des bâtiments pour en faire des lycées, sans un lieu d'expérimentation, sans un lieu de stage aux gens. Et c'est pourquoi de grands domaines, de vastes domaines sont demandés au niveau des communes qui devraient abriter ces lycées. Parce qu'il faut que les gens, en faisant en même temps la théorie, soient à même de faire la pratique à côté. Et à côté d'eux, dans des domaines pour bien comprendre ce qu'on leur a enseigné. Et cela n'a pas été facile au niveau des communes de rendre disponible, de trouver ces états qui sont demandés. Mais certaines communes ont fini par mobiliser, pas donner une suite favorable. Mais lorsqu'on suit bien le discours du chef de l'État, la difficulté n'est pas que à ce niveau. La difficulté n'est pas que à ce niveau, parce qu'il a parlé de coûts d'objectifs. Tout à fait. Lorsque vous projetez de réaliser une infrastructure et que vous avez fait toutes vos évaluations, vous avez fait les études de faisabilité et que vous avez un coût d'objectif, un montant, peut-être d'1 milliard, et que 1 mois, 2 mois, déjà avant la mise en œuvre, un choc exogène vient, et si peut-être c'est un chantier routier, on vous dit que le coût du baril de pétrole a augmenté, a flambé, alors que a changé, et autres, et d'1 milliard, vous passez à 1,5 milliard. Ah oui. Vous avez déjà donné la promesse que le chantier va démarrer demain. Ça devient compliqué là. Il vous faut mobiliser encore le complément. Et ça va prendre du temps, compte tenu des difficultés qu'il y a. Et là, bon, d'autres vont vous prendre comme menteur. On a dit, le chef de l'État a dit que les 30 lycées seront construits avant septembre 2023. On n'a pas vu les lycées et on veut déjà se baser. Donc c'est bien qu'il ait pu se justifier, dire pourquoi est-ce que bien ça sûr. a mis du temps. Donc il a donné la situation actuelle des choses et dit en même temps les difficultés rencontrées en cours de mise en œuvre et lancer en même temps les perspectives. Ouais. Et je pense que dans ce parcours, dans ce management, on doit l'encourager et même aller plus loin et chercher solution aux difficultés avec lui. Chercher une solution aux difficultés, c'est tout de suite avec l'honorable Seibou. Mais on va suivre, si la régie le permet, cet extrait du chef de l'État au sujet des lycées. Secteur de l'éducation, nos efforts commencent à générer des transformations positives, appréciées de tous, et que notre option de donner priorité à l'enseignement et la formation technique professionnelle se concrétise enfin. Certes, nous avons été freinés dans un premier temps parce que plusieurs de nos communes n'arrivaient pas à rendre disponibles les superficies demandées pour implanter des lycées techniques agricoles ou des écoles de métiers. Mais notre détermination a permis de lever les goulots d'étranglement et déjà, les premiers appels d'offres ont été lancés récemment. Ça surprend, non, honorable Lassane Seibou, un chef d'État, Patrice Talon, qui dit qu'il ne veut pas être, il veut réviser tout populisme, qu'il dise qu'il a des difficultés pour mobiliser, pour mettre, qu'on lui mette des superficies, alors qu'il nous a appris à agir, a dit, bon alors, c'est expropriation. Ça, c'est le président Talon, ça. Quand vous le voyez ferme dans quelque chose, c'est que la fermeté est nécessaire. Mais quand vous le voyez en train de négocier ailleurs, c'est que c'est ça qui est nécessaire. D'abord, il faut qu'on reconnaisse quel genre d'État nous avons et quel est notre code foncier dans le pays. Le code foncier béninois rend des individus propriétaires des domaines. Donc, vous ne pouvez pas toucher au domaine de quelqu'un sans le dédommager. Tout à fait. Vous venez dans une ville, vous dites, bon, j'ai besoin de 40 hectares ou 50 hectares ou 300 hectares pour installer un lycée qui sera agricole. Ça veut dire qui est en même temps à l'expérimentation
et qui forment des gens qui sont déjà agriculteurs. Le jour où ils quittent, il leur suffit de trouver un lopin de terre et ils deviennent riches. Parce que c'est ça le problème de la réforme, l'enseignement technique. Et dans ces conditions-là, le président ne peut pas débarquer et dire, bon, je saisis vos terres. Non, on a dit qu'il peut le faire, mais à condition qu'il dédommage. Alors, il est obligé de rechercher le consentement des communes, des communautés. Il ne faut pas donner un cadeau à quelqu'un et que ça devienne la guerre. Ce qui pourrait prendre du temps aussi. C'est pour ça que ça prend du temps. Mais il n'a pas dit qu'ils n'ont pas trouvé. Il dit que grâce à leur détermination, il est parvenu quand même à avoir... Et les premiers contrats sont en train d'être signés. Ça veut dire qu'on est en bonne voie pour résoudre ça. Mais, vous savez, le président de l'Assemblée, au début vous avez dit, le président de l'Assemblée l'a invité. Il a cité Winston Churchill. A parlé et a dit ce qui ne va pas. Tout à fait. Et ce qui a marché. Donc, et c'est là que je dis c'est un discours honnête. Il a dit la qualité d'un homme politique, c'est de prédire l'avenir et de dire pourquoi ce qu'il a prédit n'a pu l'être. Winston Churchill. Voilà, est-ce que là, il a dit pourquoi les lycées là n'ont pas démarré? Oui. Ah bon? Donc il a été honnête. Ils se sont passés le mot, peut-être qu'avant de venir à l'hémicycle... Il pouvait venir nous dire simplement, la question des lycées est en train d'être réglée. Et personne n'allait rien dire. Oui. Mais il dit non, nous avons des difficultés. Voilà. On va aller vers le dégel. Oui. Il a fait un clin d'œil au parti politique, Patrice Talon, en disant que malgré tout ce qu'il y a comme querelle politicienne au Parlement, vous êtes parvenu à doter son gouvernement de ce budget-là pour que ce qui est fait jusque-là puisse continuer. On va suivre le clin d'œil qu'il a fait au parti politique. L'on devrait être unanime pour tirer la conclusion que patiemment, avec méthode et sérieux, le Bénin se construit sans tapage, sans pose de première pierre. Sans premier coup de pioche, sans inauguration et que sais-je encore. Le Bénin se construit et les résultats sont de plus en plus visibles. Ne pas le reconnaître, c'est minimiser, voire ignorer les efforts qu'ensemble nous fournissons pour nous donner un destin aux couleurs de nos attentes. Le mérite appartient donc aux Béninoises et aux Béninois de toutes conditions, de toutes nos communes, de tous nos villages et quartiers de ville, sans oublier ceux de la diaspora. Vous l'avez suivi, le mérite est au peuple béninois, le Bénin se construit sans coup de pioche, sans pose de première pierre. Et là également, vous arrachez le sourire. Ça, c'est une évidence. Je sais que vous et moi, tout le monde, on suit comment le Bénin est en chantier et tout ce qui se fait dans tous les domaines, que ce soit le secteur routier, que ce soit les hôpitaux, les hôpitaux, les centres de santé, le centre international hospitalier de la Boumekaravi, et tout ce qui est au niveau de l'eau potable et de l'énergie. Et donc, tout le monde voit ce qui se fait dans le pays et on sait que le Bénin est en chantier. Et s'il a fait allusion à ça, c'est pour dire qu'on n'a pas besoin de faire pose de première pierre avant de construire un pays. On n'a pas besoin, le chef de l'État n'a pas besoin d'aller faire une inauguration ou une réception. Donc, c'est pour faire un peu allusion au passé, cette parenthèse, et pour montrer qu'on peut travailler sans faire trop de tapage autour. Et moi, ce qui a aussi marqué mon attention à cette étape-là, c'est le fait que le chef travaille non seulement pour le présent, mais pour l'avenir, pour demain. Puisque il a parlé du projet de loi sur la planification du développement et l'évaluation des politiques publiques, avec la vision Bénin 2060. Tout à fait. Et vous voyez, ça permet de ne pas continuer à naviguer à vue, parce que on ne sait pas, les dirigeants vont passer. Mais lorsque nous faisons déjà une image du Bénin 100 ans après son indépendance, et chaque gouvernant qui arrive,
essaie de faire ce dont il est... dans lequel il se met et puis oui, il ce dont il est capable. Il est évalué à mi-parcours pour lui permettre à tout le monde de savoir ce qui a été fait de bien, ce qui a moins marché, et tenir compte des recommandations et des observations pour que le pays se sente mieux. Et je pense que c'est une étape importante et ça permet de mettre encore le Bénin davantage sur l'orbite du développement. Et si on suit tout ce qui se fait aujourd'hui, et qu'on vote ce projet de loi qui a été envoyé à l'Assemblée et qu'on met en œuvre cette loi, je pense que d'ici à 2060, pour des gens parmi nous qui auront encore la grâce, d'être en vie, nous allons voir notre pays, notre Bénin, être transformé totalement. Et je pense que c'est ça que nous devons encourager et féliciter. Honorable Seibou, Patrice ne nous a pas souvent habitués à ces allusions-là. Pourquoi il a choisi de désormais travailler avec cet humour-là, faire allusion au passé, pour dire ce qui... C'est le 8e discours qu'il présente au Parlement. Il ne l'a jamais fait. Ça veut dire que le président Talon, lui aussi, évolue. Mais non, c'est pour blaguer. Je vous ai dit que les humours du président hier étaient des choses profondément graves, très graves, qui nous font sourire de honte, nous tous. Parce que quand il le rappelle, chacun ça va de son rire. Vous avez vu les députés, parfois on a même... Ça veut dire, et c'est ça ce qu'on appelle la rupture. Est-ce qu'on a fait la rupture par rapport à des choses superfétatoires? Si quelqu'un ne comprenait pas ce qu'on appelle le régime de rupture, voilà une rupture. Avec les tintamarres et les clicotés, le côté folklorique, on a enlevé le folklore pour faire du travail. Et le président Talon, moi je l'ai souvent dit, pour le comprendre, il ne faut pas le prendre pour devant dans le règlement de ce qui se passe devant nous ici. Il faut l'attendre dans 50 ans. C'est là où on va l'évaluer même. Tout à fait. Et il est sûr, il regarde plus loin. Mais, vous savez, prenez la voie de Porto Novo aujourd'hui. C'est en cours de... Mais est-ce que même quand vous passez, vous vous demandez c'est quoi? C'est la double voie déjà. Chacun se dit c'est quoi? Mais c'est quand on voit la taille des travaux qu'on dit ah, mais c'est pas de la blague. Allez voir la construction du siège de l'Assemblée. Aucun oiseau ne s'est posé quelque part pour dire aux populations venez, on veut faire ça. Non, ils ont un plan. Regardez quand vous venez, la ville de Cotonou est aujourd'hui, la circulation est embrouillée à partir de comment vous appelez, du stade de l'amitié déjà. Du stade de l'amitié parce qu'il y a un échange qui est prévu. Tout à fait. Mais est-ce qu'on a dit à quelqu'un qu'on veut faire quelque chose? Un matin, nous avons vu seulement, on a mis les balises pour dire non, passez par là, passez par là. Fini. Et les travaux sont en cours. Un échangeur veut naître là. Avant, on aurait amené les gens du Nord avec des bus pour dire venez voir ce que je fais. Et ce qui surprend, vous allez voir que les voies de contournement aussi, on dirait que c'est déjà prévu. Ils construisent. Écoutez, et puis il y a des rues de Védocor qui sont aujourd'hui pavées. Et ça nous surprend. On se dit, mais c'est toute la ville qui est en train... Moi, quand je me promène dans Cotonou aujourd'hui, il y a des quartiers, quand je vais dire, ah bon, on a fait ça ici. C'est partout, c'est partout. Ce n'est pas qu'on a pris un coin pour dire, on arrange ici. C'est à peu près partout. Donc ça veut dire quoi? Il faut faire confiance à ce régime-là. Il faut faire confiance à Patrice Talon en tant que président de la République. Très bien. Et que ce qui est promis sera fait. C'est ça l'assurance. On a essayé de décrypter le discours. Qu'est-ce qu'on n'a pas décrypté? Quel est le point que vous pensez qu'on n'a pas abordé dans ce décryptage-là? Est-ce qu'il y a un point, je pense qu'on a abordé... J'ai espéré laisser la cybercriminalité parce que vous l'avez déjà abordé au Parlement. Est-ce qu'il y a un point sur lequel vous aimeriez intervenir spécialement dans le discours que le président a présenté hier? Non, le chef a parlé de la digitalisation et les services que nous pouvons avoir facilement en ligne aujourd'hui. Parler de 235 documents qui sont déjà en ligne qu'on peut avoir facilement. Et certains ont pensé que ça a renchéri le coût d'obtention de ces documents, mais lorsque vous analysez dans la réalité, non, ça coûte moins cher aux populations que hier. Parce que lorsque vous devez vous déplacer, aller faire payer de grue,
et attendre une journée et quelquefois même retourner le lendemain pour prendre une pièce. Alors que de chez vous, et avec un clic, vous pouvez payer et avoir la pièce. Je pense que c'est encouragé et avec ça, si on continue, et au niveau de d'autres pièces, ça va faciliter beaucoup la tâche aux Béninoises et aux Béninois. Et ça va éviter aussi la corruption parce que c'est le contact qui crée souvent les poses de pierre sur le document. De chez moi, je n'ai plus jamais payé les factures SBE et Soneb. Ah oui, c'est vrai surtout. En envoyant quelqu'un faire un rang. Il suffit d'un clic. Oui, et directement. Parce que Soneb paiement en ligne. Oui, paiement en ligne. Honorable, c'est vous. Oui, qu'est-ce qu'on n'a pas abordé dans le discours? Il y a beaucoup de points. Il y a beaucoup de points. Allez-y, vous choisissez un ou deux points et puis on y va. Non, on n'a pas parlé du grand projet de tourisme. Oui, tourisme, art, il a parlé de village de Cotonou, bien sûr, qui va faire de Cotonou la capitale, enfin, le point le plus important dans la sous-région en ce qui concerne l'art, la culture. Nous n'avons, sur ce point-là, je pense que ceux qui ont suivi le discours doivent se dire, ah bon. On se demande si Cotonou a de l'espace pour abriter une telle infrastructure. C'est que c'est cela fait où? En haute mer? Non, écoutez, il y a plusieurs infrastructures que vous devez regarder vous-même. Parce qu'on nous a dit que Cotonou n'a plus de place. Regardez la reprise du stade de l'Amitié. Ah non, vous ne vous promenez pas dans Cotonou, vous. Parce que vous allez voir beaucoup de domaines aujourd'hui. Allez dans la zone, par exemple, du Kangezo, de l'ancien Kangezo. Oui, l'ancien Kangezo, tout à fait. Mais c'est beaucoup de dizaines d'hectares. Oui. Allez dans la zone même en face aussi, non, un peu en face, du côté du Petit Palais. Oui. Le long de cette voie-là, tout à fait. Regardez les domaines qui sont dégagés. C'est quand vous voyez qu'on a mis quelque chose que vous dites, ah bon, donc il y avait cet espace ici. Il y avait ces espaces. Oui. Tous ces espaces sont étudiés, calculés. Y compris l'ancien cabinet militaire. Bien sûr. Oui, et on est en train de parler de déménagement d'un certain nombre d'infrastructures de la ville. Regardez le CNHU simplement, hein, par rapport à... Quand vous allez aujourd'hui, vous vous demandez, ah bon, tout ça là, c'est pour le CNHU. Avec le camp des eaux, vous voyez. Donc il y a plein de choses. Il y a aussi que nous n'avons pas abordé, par exemple, la question comment on appelle, de l'ANIP. Oui, l'ANIP, le rapprochement les populations. Des services d'état civil de la population. Aujourd'hui, le travail est en train d'être fait. Moi, je reconnais que ce n'est pas encore parfait. Mais déconcentré, amener jusqu'au niveau des arrondissements. Tout à fait. Et la possibilité de t'établir des pièces. Il n'y a pas un Béninois aujourd'hui qui peut dire que pour connaître ces résultats de ses enfants ou bien pour s'établir des pièces, il est obligé, pour casier judiciaire, il est obligé de voyager. Moi, avant, pour prendre mon casier judiciaire, je mettais 15 000. Parce qu'il faut aller à Djougou et je ne peux pas aller, j'envoie quelqu'un. Enfin, vous comprenez. Et là, le juge pouvait même me dire, je veux le voir physiquement. C'est clair. Mais aujourd'hui, c'est fini. Tout ça là, c'est du social. Quand vous allez chez moi, l'un des bilans les plus importants de ce gouvernement, c'est cette tracasserie qui a disparu. On vous le rappelle. Troisième point, pendant que l'honorable aussi prépare aussi un autre point qu'il va avoir dans le discours. Non, il y a des points que vous avez oui, en fait, je ne sais pas si c'est le temps qui nous non, mais évoquer le point rapidement, peut-être que ça pourrait... Oui, il y a la question du maintien de nos projets, de nos produits sur notre territoire. Oui, ça c'est important. Soja et cajou, tout. Cajou, oui. On ne va pas dire assez que c'est une mesure dans laquelle il faut soutenir le chef de l'État. Ah oui. Oui, vous savez, si le coton, on le fait depuis des années et qu'on arrive à avoir des prix plus ou moins stables et les paysans continuent de s'en sortir, c'est parce qu'il y a des industries sur place. Tout à fait. Quand le président Talon est venu dans ce pays, on a vendu l'anacadé à près de, comment on appelle, 900 francs le kilo. Du jamais vu. Wow. Mais aujourd'hui, le prix est venu jusqu'à peine 200 ou 300. Pourquoi? Parce qu'on ne transforme pas ici. Il n'y a pas une industrie pour stabiliser ça. Et qui se connecte au marché international. Ce sont des intermédiaires qui viennent acheter simplement. On ne refuse pas que les intermédiaires peuvent acheter. On peut acheter en tant qu'intermédiaire et vendre à des usines, comme on peut l'exporter. Mais si nous ne nous battons pas pour le maintien de ces produits,
Et le président Talon a mis des pierres chez nous là-bas, là, si vous allez le long des frontières, là, toutes les pistes, il y a des grosses pierres. Et on dit, est-ce qu'un homme peut faire ça? J'ai dit oui. Parce que quand vous êtes malade et vous allez chez le médecin, mais quand vous avez une plaie gangrénée, il dit, je vais couper votre pied. C'est clair, il pose le diagnostic. Et parfois, il y en a qui disent, il faut me laisser mourir. Ses parents disent, il faut l'endormir. Et il se réveille, son pied est coupé. Mais il vit. Et après, il vit heureux. Si vous avez écouté ces larmes, vous n'allez pas lui faire ce bonheur-là. Si c'est des pierres-là qu'on doit mettre, pour que nous puissions maîtriser la mise en place de nos industries, et jouir de... il faut aller jusqu'au bout. Et j'ai aimé la fermeté du président. Si c'est ces choses-là qu'on doit faire, pour le développement du pays, il faut le faire. Il faut le faire et le Bénin peut faire même sa route seul. Oui, rapidement un sujet qu'on n'a pas abordé dans le... Il faut le faire pour continuer sur le sujet. Le chef de l'État a été clair qu'il faut le faire même sans compter sur la volonté de chacun des Béninois. Si c'est ça qui va faire avancer le pays, il faut le faire. Et sans tenir compte des humeurs des uns et des autres, parce que c'est le Bénin qui va gagner. Et un dernier point... Pardon, mon cher collègue, le gouvernement est un médecin, vous le savez. Médecin national. Quand il pose ses diagnostics, il faut qu'il fonce. Vous avez vu en France, on est en train de faire une polémique sur une loi. Sur l'immigration? Oui, mais le gars est obligé de faire quelque chose qui peut ne pas plaire. Il évolue. Et en dehors de ça, je veux que mon collègue revienne sur la question de l'éducation. C'est mes cités, tout ça là. C'est quelque chose de formidable. Il vous rappelle le point du discours. Allez-y, honorable Adorou, vous avez la parole. Non, je voudrais d'abord revenir sur un point que le chef a développé aussi hier. C'est la spécialisation au niveau de certains, de la justice béninoise, au niveau de certains sujets. Comme par exemple le tribunal de commerce. Oui, tout à fait. Vous voyez, comme la cour de répression des affaires foncières. Tout à fait. Le chef a parlé largement de ces réformes et des réformes qui vont faire quand même du bien pour la population béninoise. Et lorsqu'on revient à tout ce qui se fait au niveau de ces cités et des universités, même de façon générale, je crois que ça donne une autre image positive, je veux dire, pour notre pays, où il y a de l'innovation, il y a des recherches. Tous les pays qui ont connu le développement sont passés par là, sont passés par la recherche, l'innovation et autres. On ne peut pas développer un pays sans que dans ce pays, des chercheurs, des universitaires réfléchissent sur des thématiques données et sans que ces chercheurs-là aillent jusqu'à des découvertes et autres. Je pense que ce n'est pas possible. Donc, cela a été encore un point sur lequel nous avons été d'accord avec le président hier. Et nous devons continuer à l'encourager dans ce sens. Je pense que nous avons décrypté un peu l'essentiel du discours du chef de l'État. Je vais vous poser une question à chacun. Fermacan 2023, au plan politique, pour vous, je commence par qui? L'honorable Adomarou. Fermacan, au plan politique, au Bénin. Bon, Fermacan pour moi, c'est la rencontre entre le chef de l'État et le parti Les Démocrates. Qu'est-ce qui vous a plu dans ça rapidement? Non, la transparence et l'honnêteté dans tout ce que le parti envoyait comme revendication. Par exemple, la transparence autour de la liste électorale où le chef a été très d'accord avec eux, a demandé même qu'ils peuvent recruter eux-mêmes l'expert pour auditer. Et qu'au besoin, le gouvernement, les fonds publics serviront à payer l'expert. C'est un point fort parce que, bon, on pense qu'il y a quelque chose là, une tricherie qui se fait ou bien qui est en cours. Et donc, le chef a répondu en toute aisance. En termes clairs. Au plan politique, ce qui vous a marqué, 2023? Vous savez, on est unanime sur ce point. Seulement ou bien il y a l'autre point? Parce que l'homme politique se préoccupe du fonctionnement du système politique qui est en place. 2023 quand même, on doit saluer l'entrée de l'opposition au niveau du Parlement. Et aujourd'hui, la rencontre justement conséquente avec... C'est-à-dire que le dialogue politique existe et aujourd'hui les opposants, ils s'expriment. On n'a jamais
traquer quelqu'un pour son opinion dans le pays. Et ça, c'est des faits importants. Je crois que je suis un peu sur ma faim quand je sais que vous voulez conclure, sur ma soif quand je sens que vous voulez conclure. Parce que les différents classements qu'on a fait de notre pays, moi, ça m'a fait bien dormir. N'est-ce pas? Parce que dans le Conseil de la Nation, oui, dans les conférences où nous allons mater les gens pour montrer que nous sommes quand même un grand pays. Oui. Mais je voudrais qu'on n'oublie pas une premier phrase. en Afrique, 5e dans le monde, premier en économie politique, il y a Standard & Poor's, tout à fait. C'est des notations internationales, mondiales, Fonds monétaire, Banque mondiale. Ce n'est même pas inventé par... Il y a tellement de rangs que quand j'ai commencé par roter, j'ai dû laisser le reste. Et il y en a beaucoup qu'il n'a pas cité. C'est ça. Que nous connaissons parfois dans les... Et quand on parle de ton pays comme ça, il y a de quoi être fier. Quand le président Talon dit « je suis fier d'être béninois », non, il est fier parce que nous sommes d'abord fiers. Nous sommes tous fiers. Je ne vois pas quelqu'un qui n'est pas fier d'être béninois. Ce n'est pas seulement que la question de nationalité, mais c'est une question de niveau où mon pays se situe parmi les autres. Et il a dit une phrase que je veux qu'on répète sur ce plateau. Il dit: il ne faut jamais renoncer. Nous ne devons pas renoncer à cause des difficultés. Face à des difficultés, nous ne devons pas avancer. Renoncer. Cet appel-là, cette phrase, moi, m'a fait un effet. Oui, tout ce que nous faisons, il y a des difficultés, il y a des imperfections et tout, mais nous devons continuer. Nous devons réussir. Et ça, c'est l'appel le plus patriotique que j'ai trouvé dans cette phrase-là, que j'ai retenu. On a fait le bilan au plan politique, social, économique. Au plan sportif, vous aimez le sport? Rapidement, vous allez dire un mot par rapport au sport ou... Oui, allez-y. Oui, allez-y, je vous écoute. Je vais me jeter avant lui. Oui, alors allez-y. Je sais qu'à Nyambochou dans le sport. Donc, il veut dire que dans ce discours-là, on n'a pas fait une grande place au sport. C'est ce que vous voulez dire en sous-mot. Non, je pense que quand vous regardez, vous êtes dans le sport et vous devez reconnaître qu'honnêtement aujourd'hui, le sport se porte mieux que par le passé. On a aujourd'hui la compétition féminine. Tout à fait. On a une fédération féminine de football. Et puis, dans le soutien, vous voyez le nombre de stades qui se construisent. Dans le budget que nous avons voté, il y a la continuation des constructions des stades de compétition dans les communes, mais dans les communes de second rang aujourd'hui. Ça veut dire que pour le sport, beaucoup est en train d'être fait. C'est les lacunes de ce discours. Vous savez, le président aime parler et ne pas montrer j'en fais trop. Et c'est ce que nous avons déploré sur ce plateau. Il y a moins de communication. Si c'était moi le président, chaque matin je vais vous faire gongonner que je suis en train de faire telle chose. Parce qu'il faut que vous voyez que je suis en train de travailler. Si on avait fait ça, vous n'auriez même pas posé cette question. Si on vous demande vous-même le bilan entre l'année dernière et cette année, vous nous auriez montré des stades qui sont en train d'être construits. L'État n'a jamais... ne s'est jamais retiré d'une compétition. Nous avons même osé, vous le savez, participer à toutes les compétitions et à certaines même auxquelles peut-être pour lesquelles on ne se gênait pas, sur le plan national, international. Oui, au plan sportif rapidement. Non, au plan sportif, les efforts sont faits. Il y a beaucoup de choses. Le chef n'est pas revenu sur les détails hier, mais il faut savoir que aujourd'hui, dans les compétitions internationales, comme dans les infrastructures sur place, et le pas de géant qui a été fait, et comparé aussi à notre état au niveau du sport hier, et il y a eu beaucoup d'avancées. C'est vrai que le Béninois que nous sommes, on veut la satisfaction à 100% aujourd'hui, on veut que nos équipes gagnent toute la coupe, avant de croire que quelque chose de fait de bien. Mais nous ne sommes pas encore à ce niveau. Nous allons continuer à encourager ce qui se fait parce que ça fait des pas et donc demain sera meilleur, je crois bien. On va vous laisser présenter les vœux pour ceux qui nous suivent en ce moment. On va commencer par vous, allez-y. Déjà? Oui, moi, je voudrais d'abord vous remercier pour cette invitation. C'est la première fois que je viens pour une émission sur ce plateau. Et donc je voudrais vous remercier
et vous dit toute ma disponibilité de venir répondre à chaque fois que vous m'inviterez. Et donc, profitez aussi de votre micro pour souhaiter mes meilleurs vœux à toute la population béninoise et prier que nous rentrions tous dans la nouvelle année, dans la paix, dans la convivialité, en très bonne santé, et que ce que nous n'avons pas réussi à faire de positif en 2023, que Dieu nous accorde la grâce de le faire en 2024. Oui, honorable, c'est vous. Merci. Je voudrais souhaiter à tous ceux qui nous suivent et même à ceux qui n'ont pas pu le faire, à tous les Béninois, une bonne et heureuse année 2024. Dans cette année-là, je leur souhaite que tout ce qu'ils désirent dans leur secret puisse se réaliser. Et je veux aussi leur dire sur le plan politique que je souhaite une année de confiance, une année de ressentiment, de fierté, une année de succès pour le chef de l'État dans ses activités. Et au niveau de tous ceux qui sont responsables dans ce pays, je leur souhaite qu'ils puissent réaliser, relever leurs défis. Je voudrais aussi que l'année-là soit une année de prise de conscience. Il ne faut pas prendre des débats ou des situations de photographie instantanée. Il faut savoir que nous venons de loin avec le pouvoir, avec nos autorités. Il faut comprendre que ça évolue et que nous devons être optimistes par rapport à l'avenir. Nous sommes des combattants au Bénin, nous sommes des références et nous sommes sur la voie, nous sommes restés sur la voie. Je leur souhaite à tous une bonne et heureuse année. Très rapidement, année 2024. Ça se présente comment? Des turbulences pour 2026 ou bien une accalmie dans le pays, très rapidement? Non, comment on peut déjà en 2023, ça a commencé déjà sur le terrain avec les candidatures. Imaginer voilà. des turbulences, non. 2026, pour ma part, est encore un peu loin. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Okay. 2 ans, oui. Oui, donc 2024 ne doit pas être une année de turbulence. Peut-être une année de préparation et de bonne préparation. Et l'atterrissage sera très bien. N'est-ce pas? 2026. Ouais, c'est comme dans le vol 2000. Allez-y, oui. Non, je crois que dans tout état de cause, 2024 sera une année de sérénité. Même quand mais une année charnière quand même. Non, hein? Non, elle n'est pas charnière, c'est 2025 qui est charnière. Puisque c'est fin 2025 que nous faisons les élections. Nous sommes des hommes politiques, vous êtes des observateurs et nous sommes tous d'accord pour dire que une année en politique, c'est trop long. 2 années, c'est encore beaucoup plus long. Le président Talon vient de faire à peine la moitié de son mandat. Il reste encore 2 ans. Oui. Vous comprenez qu'en 2 ans, ce qu'on espère voir, c'est beaucoup. Oui. Donc, il peut y avoir des bouleversements. C'est pour ça que se précipiter et faire le débat de 2026 en 2024 me paraît trop tôt. On ne verra les dessins clairs, les visages discutables qu'en 2025. Donc nous, au sein de nos partis, il peut le confirmer à l'UP, au Bloc républicain, nous travaillons normalement dans le cadre de notre parti, sans précipitation, en toute sérénité. Donc, si quelqu'un a envie d'être en 2026 et qui pense que lui peut compenser, mais nos partis ne prendront pas de position. Merci à vous, honorable Hassan Seifou, président du groupe parlementaire Bloc républicain. Merci d'être passé sur le plateau IFA Télévision News, ça se dispute. Merci également à vous, Jérémy Adobarou, vous êtes député, membre du groupe progressiste de Renouveau. Merci d'être passé également à vous. Merci pour votre disponibilité. On se retrouve très bientôt. Au revoir et joyeux Noël à tous.